Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, bienvenue également aux rencontres Ciel et Espace 2022, donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie, porte de la Villette à Paris. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir, mais vous le connaissez sans doute déjà, Thierry Legault. Thierry, tu étais présent pour présenter une conférence pour répondre à une question que tout le monde se pose, quel est le meilleur appareil photo pour l'astrophotographie? Bonjour, oui Christophe, c'est exactement ça. Et les gens ont été peut-être satisfaits ou déçus, mais j'ai pas donné un nom de marque ou de modèle précis. Non mais ça évolue J'ai tout le donné temps des de toute façon. critères, voilà, des critères de choix sur les caractéristiques des capteurs, le bruit, etc. Pour que les gens puissent choisir l'appareil qui leur convient le mieux. Voilà, et effectivement, ce qui est intéressant dans ta conférence, c'est que tu démontes quelques préjugés aussi, notamment de monter trop dans les ISO, Ouais. etc., de choisir bien justement les ISO, les critères pour bien choisir le bon boîtier, entre un boîtier qui a des tout petits photosites ou des très grands photosites. C'est pas si simple que ça. Bon, je t'ai acheté un de tes A7S, on est d'accord, mais qui est bien, je suis très content. Mais j'ai cru comprendre que tu avais trouvé mieux quelque part. J'ai trouvé autre chose qui a de bonnes qualités aussi, les nouveaux Sigma, et dont je suis très On a le capteur enchanté. de la 6200 en fait qui est dedans. Voilà, c'est le capteur de la 6200 ou le capteur de la 2600, il y en 2600, a deux ouais. aussi, avec très peu de bruit, pas de starter. Et puis voilà. Alors ça c'est aussi un critère effectivement d'arriver à savoir quels sont les capteurs qui viennent et les retraitements qui sont faits éventuellement sur les roues. Ouais. Alors Thierry Legault est aussi l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, l'astrophotographie, les secrets de l'astrophotographie, c'est ça, Exactement ça. que vous pouvez retrouver sur les bonnes éditions. On va mettre les liens dans la description. Vous aurez, je ne sais pas quand, mais aussi une interview de Thierry à travers justement l'histoire de certaines de ses photos, etc. Merci en tout cas pour cette conférence. Je crois que beaucoup l'attendent. Bon. Eh ben, merci Christophe. Et puis vous retrouvez Thierry aussi sur son site web. Voilà, et vous avez les liens dans la description. Ah. Et la suite au prochain épisode, en tout cas, je te souhaite des très belles photos. Merci. Je sais que tu te feras plaisir. J'en doute pas. Allez, Merci. Thierry Legault, quel appareil photo numérique choisir en astrophotographie? C'est maintenant sur la chaîne Astro. Cette fois-ci, je ne vais pas vous parler d'ISS pour une fois, parce que je finis par radoter un peu. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas les APN. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, je vais pas vous dire, voilà, le meilleur APN, c'est celui-là, telle marque, tel modèle, et courez aller l'acheter avant qu'il n'y en ait plus au magasin du coin. Alors peut-être ça va vous décevoir, parce que peut-être vous attendiez ça, mais bon, on va plutôt parler de critères généraux de choix et de performance aussi d'appareils. On va très peu parler d'objectifs, on va quand même parler beaucoup des APN, parce que l'aspect objectif en lui-même, déjà il y a d'autres gens qui peuvent en parler, et puis ça mériterait un exposé à part entière. Donc on va quand même parler surtout des boîtiers, là, dans cet exposé. Et encore une fois, je vais essayer de rester le plus général possible, même si à la fin, je vous parlerai d'un boîtier pour lequel j'ai eu un coup de cœur et que ils sont voilà. Alors, donc j'en ai apporté deux. Ils sont pas à vendre, hein, c'est pas pour les vendre, c'est juste pour illustrer un peu le propos de ce que je vais raconter. C'est les deux boîtiers que j'utilise actuellement. J'en ai un troisième, mais que j'utilise exclusivement pour les transits de stations spatiales. Donc c'est vraiment particulier. Voilà. Vous m'entendez bien dans le fond, ça va? Ouais. Bon. Coussi coussa. D'accord. Je vais essayer de parler plus fort. Voilà. Donc, pour quelles applications on va en parler des APN? Les APN, a priori, c'est à tout faire. Alors, à tout faire bien ou moins bien. Donc, on va parler surtout des applications et de l'intérêt des APN, soit pour les astropaysages, donc ou nightscape, hein, donc astropaysage, c'est paysage céleste, en général avec un paysage, en général sur trépied, donc sans suivi, mais ça peut être avec suivi aussi. Maintenant, il y a tout un tas de petites montures, comme vous verrez sur les stands hein, là-haut, qui permettent de faire du suivi voilà, sur un petit trépied en mettant un APN avec un objectif plutôt grand champ. Le ciel profond, évidemment, ça c'est quand même, je dirais, leur domaine de prédilection. Donc ciel profond, soit avec un objectif photo sur une monture motorisée, soit derrière une lunette ou un télescope. Hein.
parce qu'on parlera surtout aussi des appareils à objectifs interchangeables. Alors certes, il y a des appareils à objectifs fixes que vous pouvez avoir. Déjà, à l'adapter sur une lunette ou un télescope, un objectif fixe, c'est très compliqué, quasiment impossible. Et puis bon, les appareils à objectifs interchangeables ont quand même des capteurs plus grands. Donc, qui dit capteur plus grand, comme on va le voir, dit quand même performance meilleure. Par contre, clairement, le planétaire, lunaire, solaire en haute résolution, ça c'est vraiment le domaine dédié des caméras astro. Alors je ne vais pas citer trop de marques, mais bon, il y a QHY, Zuo, il y a une nouvelle marque qui est sortie là, comment ça s'appelle, Player One, que certains commencent à utiliser, j'en ai pas touché pour l'instant, mais ça a l'air de bien marcher aussi. Voilà, enfin, il y a diverses marques. Les APN aussi, on peut les utiliser pour le soleil ou la lune en plan large. Hein, au foyer d'une lunette, par exemple, un beau quartier de lune, c'est joli aussi, ou un soleil en entier avec des taches, avec un filtre devant, ça peut être aussi assez sympa. Voilà. Donc, clairement, les APN, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'en faire, mais les APN, ils ne sont pas bien adaptés à la prise de vue planétaire, haute résolution en vidéo. Encore une fois, il y a des gens qui en ont fait, moi j'en ai fait un peu aussi, mais clairement, pourquoi? Parce que vous pouvez en général pas fenêtrer le capteur sur une petite partie du capteur. En vidéo, la vidéo HD, c'est, vous savez, 1920 sur 1080. Donc ça fait que 2 millions de pixels, même pas, à peine, 2 millions. Donc sur un capteur, aujourd'hui un capteur courant, il fait quoi? 20 millions, allez, on va dire. 20 millions, 2 millions par rapport à 20 millions, ça veut dire qu'on prend un pixel ou un photosite, hein, un photosite sur 10. Alors, donc vous perdez 90% de la lumière qui arrive sur le capteur, hein, c'est clair, parce que l'appareil ne fait pas de binning, hein, pour ceux qui connaissent le binning, il n'en fait pas. Donc la vidéo, déjà, vous avez alors une espèce de sous-échantillonnage, mais de perte de lumière qui est assez énorme. Il y a une exception, c'est le Sony 7S. Alors 7S1, 7S2 ou 7S3, où lui, en mode 4K, il a quasiment un pixel vidéo pour un photosite du capteur. Donc là, je dirais, c'est le seul appareil vraiment qui a de bonnes performances en vidéo nocturne, basse lumière. Cela dit, il est quand même pas parfait. Pourquoi? Parce que ces vidéos, elles sont plus ou moins compressées. Au contraire de ce que sortent la plus petite caméra Zuo, QHY, etc., où là on a vraiment du RAW, du brut, quoi, comme du RAW sur un appareil photo. Donc, à retenir quand même, vous pouvez essayer un peu de vidéo sur les planètes avec votre APN si vous en avez, puis de toute façon ça coûte rien, mais la moins chère des plus petites caméras vidéo astro dont je vous ai parlé donnera de meilleurs résultats que le plus cher des APN qui existent, qui doit être pour du 24-36, je crois qu'il y a le Sony A1 qui doit être à 6-7 000 euros, enfin c'est des prix énormes. Donc voilà, une petite caméra autour de 200 euros donnera de meilleurs résultats en planétaire clairement. Donc je vais pas rentrer dans ce détail-là. Évidemment, en argentique, c'était pas la même chose parce qu'on changeait la pellicule, mais en numérique aujourd'hui, le capteur, on le change pas. On peut le défiltrer éventuellement, mais on le change pas. Donc c'est ça quand même qui fait le cœur de l'appareil. Le reste autour, c'est un peu, on va dire, de l'accessoire. Donc le capteur, qu'est-ce qu'on va trouver comme taille de capteur? Parce que c'est quand même la taille de capteur qui va influer sur un certain nombre de paramètres, y compris le prix d'ailleurs. Alors là, vous avez le petit capteur à droite, ils sont à la bonne échelle, les uns par rapport aux autres. Donc vous avez le petit capteur à droite, ça c'est des petits capteurs qu'on va trouver justement typiquement dans des caméras planétaires. Mais comme une planète c'est petit, ça rentre très bien là-dedans, il n'y a pas de souci. Après vous avez aussi le micro 4 tiers. Micro 4 tiers, c'est pas très répandu chez les astronomes. Il y a notamment Olympus, Panasonic qui font des appareils avec des capteurs de cette taille-là. Bon, ça fait à peu près la moitié du 24-36 en fait. Alors, il faut prendre la surface là, la surface sensible au milieu. Vous voyez, ça fait à peu près la moitié en largeur, en hauteur, donc ça fait un quart en surface. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont du micro 4 tiers. C'est pas très répandu. Le plus répandu chez les astronomes amateurs, c'est quand même l'APS-C.
La PSC, c'est typiquement 15-22 mm ou 16-24, autour de voilà, 15-16 mm par rapport à 23-24 mm. Donc en surface, c'est à peu près deux fois et quelques, entre 2 fois et 2 fois et demi, plus petit que le 24-36. Alors le 24-36, bah, c'est un peu, voilà, on va dire le roi, mais le roi, il coûte cher aussi. Et puis il est un peu compliqué à utiliser sur certains instruments. Alors, pourquoi un capteur? On va dire pourquoi un capteur gros ou un capteur plus grand. À champ égal, c'est-à-dire pas à focale égale, hein, parce qu'on a bien vu que le capteur plus petit, c'est comme si en fait on découpait un bout d'un grand capteur quand on passe à un capteur plus petit. Donc quand on le met au foyer d'un instrument, ben, si on découpe le champ d'une image en un bout plus petit, on va avoir moins de champ. Donc en fait, à focale égale, donc sur un instrument donné, quand on va vers la gauche, le champ sur le ciel va être de plus en plus petit. Donc là, je parle bien à champ égal. Donc à champ égal, le capteur plus grand, il va recueillir plus de lumière, donc plus de signal, donc meilleur rapport signal-bruit. Ou alors, à focale égale, on aura plus de champ. Sur le même instrument, un 24-36 aura plus de champ sur le ciel qu'un plus petit capteur. Alors si c'est pour faire une nébuleuse planétaire qui n'est pas grande, c'est pas grave. Si c'est pour faire une grande nébuleuse, ça peut éviter de faire des mosaïques ou plus de champ sur les mosaïques. Alors ça, donc le grand capteur, pourquoi tout le monde n'en a pas? Tout le monde devrait en avoir un capteur 24-36. Eh oui, mais comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le prix du capteur c'est exponentiel par rapport à la surface, hein, donc c'est vrai que ça monte très très vite. On trouve des capteurs encore plus grands. Je ne sais pas si vous avez vu, là il y a Zuo qui a annoncé une caméra avec un capteur plus grand que du 24-36 et elle est à un prix astronomique. Voilà. Bon, cela dit, si c'est pour mettre derrière un instrument d'observatoire à 1 mètre ou je sais pas quoi, bon, à côté du prix de l'instrument, ça peut se jouer. Hein. Mais bon, après au niveau amateur, c'est quand même un peu compliqué. Les optiques, alors là, vous voyez, les deux appareils que j'utilise, c'est des 24-36. Donc les objectifs sont en général plus gros, plus lourds, donc plus chers. Donc sur une petite monture, sur le portefeuille aussi. Donc tout ça est à prendre en compte. Ça c'est pour les objectifs photo. Et puis quand vous voulez mettre sur un instrument, il faut être sûr que l'instrument il couvre un grand capteur, un capteur 24-36. Donc moi je dirais que globalement, le format APS-C c'est quand même le meilleur rapport performance-prix que vous pouvez trouver. Alors si vous voulez aller vers le 24-36, c'est très bien. Si vous pouvez avoir les objectifs qui correspondent ou l'instrument qui couvre le champ d'un capteur 24-36, c'est bien. Mais bon, après, tout ça fait du budget en plus quand même. Hein. Et puis bon, avec l'inflation en ce moment, ça s'arrange pas. Voilà. Alors sur les instruments notamment, un petit résumé suivant les types d'instruments, des défauts principaux de couverture que vous pouvez avoir. Donc sur un Newton, vous allez avoir principalement de la coma. Alors vous voyez là sur l'image à droite, qui est quand même très agrandie, vous avez un mélange de coma, c'est un coin de l'image, hein. Vous avez un mélange de coma, puis un peu d'astigmatisme aussi, les petites ailettes là, c'est un mélange un peu des deux. Bon ça c'est pas un Newton, c'est un objectif photo, mais ça, voilà, qui fait en général un mélange de coma et d'astigmatisme, comme je l'ai mis sur la dernière ligne. La solution pour le Newton, c'est le correcteur de coma. Voilà. Donc les Paracore, les ASA, enfin il y a différentes marques et différents prix aussi, et différentes couvertures de capteurs aussi possibles sur les Newton. Alors c'est sûr que il faut calculer l'intérêt du correcteur. Si c'est un Newton à grande focale, donc rapport FD on va dire 8 par exemple, c'est pas forcément très le plus courant, un Newton à FD 8 avec un petit capteur ça passera. Un Newton à FD 3 ou 4 avec un grand capteur, là ça passera pas, c'est sûr.
Donc là, il faudra le correcteur de coma. Bon, tout ça se calcule. Alors, je ne vais pas vous sortir les formules parce que là, on en aurait jusqu'à midi, 1 heure. Puis là, je me ferai couper le sifflet avant. Mais voilà, tout ça se calcule et il faut bien réfléchir avant d'acheter l'instrument ou l'appareil à savoir si ça va passer ou s'il faudra un correcteur ou pas. Sur une lunette, là, c'est pas la même chose. Alors, une lunette, le premier défaut sur lequel on va être confronté avec un grand capteur, c'est la courbure de champ. Donc vous voyez sur l'image en bas, voilà, le champ ici, sur l'image de haut, voilà, le champ ici, il est courbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites la mise au point au centre, ben vous allez avoir votre capteur à un certain point. Puis si vous faites la mise au point dans un coin ou sur un bord, ben ça va être une autre position de mise au point. Donc vous n'arrivez pas à arriver à avoir une bonne mise au point partout, soit au centre, soit dans les coins, ça sera l'un ou l'autre, mais ça ne sera pas les deux. Là aussi, ça dépend principalement, ça dépend de la focale de la lunette. En fait, c'est lié à la focale. Là, c'est pas lié au rapport FD comme sur un Newton, avec la coma, c'est lié à la focale. Plus la focale est courte, plus le champ sera courbe, schématiquement. Donc si vous avez une petite lunette à peau, focale très courte, attention là aussi, ça se calcule, c'est pas compliqué, pour savoir si ça va passer. Il y a beaucoup de lunettes qui ont soit intégré, soit en option, un aplanisseur de champ. Donc l'aplanisseur de champ, il va se mettre devant le capteur, il va, comme son nom l'indique, monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux, aplanir le champ. Par rapport à la courbure, donc on va aplanir le champ. Les formules dites Petzval, par exemple, normalement, on doit avoir un champ plan. Bon, à vérifier, mais typiquement, par exemple, les FSQ de Takahashi ont un champ plan, donc il n'y a pas besoin. On va dire que l'aplanisseur est intégré. Vous voyez tout de suite parce que ça, j'ai souvent la question, entre correcteur de coma et aplanisseur de champ, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas du tout le même genre de correcteur. Ça n'a absolument rien à voir. Donc ça, on ne pouvait pas prendre l'un pour l'autre. Hein. Voilà. Alors sur les Schmitt casse-grains, puisqu'il y a pas mal de gens aussi qui font du ciel profond avec des Schmitt casse-grains. Le Schmitt casse-grain classique, alors lui, il a un peu les deux. Il a un peu de la coma et de la courbure de champ. Là aussi, ça dépend des caractéristiques de l'instrument. Alors sur un Schmitt casse-grain classique, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors il n'y a pas d'aplanisseur, il n'y a pas de correcteur de coma. Il y a des certains réducteurs de focale qui essaient de corriger un peu tout ça, mais qui réduisent la taille au foyer du champ couvert. Donc on ne mettra pas un capteur 24-36 derrière un réducteur pour Schmitt casse-grain. On mettra un capteur plus petit. Ça peut marcher, mais on mettra un capteur plus petit. Les Schmitt casse-grain, les Edge HD là, de chez Celestron, eux, ils ont le correcteur intégré. Donc ça veut dire que on peut y mettre au moins de la PSC, si ce n'est du 24-36. Moi sur le C14, le 24-36 passe très bien, puisqu'ils ont un correcteur donc qui corrige à la fois la coma et la couverture de champ. Alors, pour tous ces correcteurs, il y a un tirage très précis qui peut être de précis à très très précis à respecter. Parfois c'est au millimètre près, au millimètre près, même un peu en dessous, entre le capteur et le correcteur. Si ce tirage-là il n'est pas parfaitement respecté, la correction ne sera plus bonne. Voilà. Et puis alors un objectif photo, les objectifs photo, là on va trouver de tout, du très bon au oh là là, comme chez les photographes, il y a le terme cul de bouteille des fois qui circule. Alors c'est pas gentil parce que, mais voilà, on va trouver de tout. Je dirai un mot quand même sur les objectifs à la fin. Voilà. Alors une fois qu'on a choisi la taille de son capteur, un des grands débats, c'est des petits ou des grands photosites, pixels. Hein. Enfin, voilà. Par abus de langage, on parle de pixels, mais le petit élément qui recueille la lumière sur le capteur, c'est un photosite. Hein. Voilà, pardon. Voilà. Donc là, vous avez, alors, en schéma réduit évidemment, même taille de capteur, mais à droite des photosites plus grands. Alors lequel est le mieux? On peut faire un sondage, on peut voter. Hein. Lequel est le mieux? Lequel vous préférez entre les deux? Ça dépend. Ça dépend. Oui, voilà, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Donc c'est pareil. S'il y avait une réponse unique, il n'y aurait qu'un seul type d'appareil. Hein. Donc s'il y en a deux, c'est que ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients.
Alors, le photosite plus grand, il recueille plus de lumière. C'est un peu une évidence aussi, qu'un photosite plus petit. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a un meilleur rapport sur bruit, meilleur rapport signal sur bruit, mais sur un photosite. Si on prend chaque photosite isolément. Seulement, ils n'ont pas la même taille. Donc tout dépend en fait comment on va regarder l'image à l'écran ou comment on va l'imprimer. Si on les regarde, alors, mais oui, non, je vais commencer par là. Quand les étoiles sont fines, alors quand vous avez, alors si vous avez un télescope à grande focale, donc des Schmidt-Cassegrain, souvent c'est voilà 2 mètres, 2 mètres 80, 3 mètres, avec ou sans réducteur. Donc là, vous allez avoir quand même des étoiles qui vont être assez rapidement élargies par la turbulence, forcément, les petits défauts de suivi. Donc là, les étoiles sont pas forcément très très fines au niveau du pixel. Par contre, si vous avez un très bon objectif, qu'on appelle bien des images bien piquées, hein, comme on dit en photo aussi, ou voilà une bonne lunette ou un bon instrument qui pique bien les étoiles, bah, là c'est sûr que vous pouvez tomber sur du sous-échantillonnage. Donc à un moment donné, vous pouvez même avoir des étoiles qui sont quasiment carrées, hein, enfin sur chacune des images. Et donc là c'est sûr que les photosites plus petits vont vous permettre d'avoir une image avec plus de détails, voilà, piquée. Et puis en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on regarde l'image à taille identique, alors je dis à taille identique, donc plein écran ou voilà ou un peu plus grand, peu importe. Bah, au final, la quantité de lumière qui a été recueillie par le capteur, c'est à peu près la même entre les deux. Je dis à peu près parce qu'il y a des interstices entre les photosites, tout ça, mais c'est à peu près la même. Donc je dirais en rapport signal-bruit global, ça ne sera pas très différent. Et votre image, l'image prise avec le capteur avec les photosites plus petits, si vous regardez à 100%, donc 100% pixels, vous verrez un peu plus de bruit, mais réduite à la même taille que l'autre, même taille image globale, au final, ça va se moyenner, et au final, ça ne sera pas très différent. Voilà. C'est en première approximation ce que je vous dis là, mais il ne faut pas considérer que à taille d'impression ou de visualisation égale, à droite, on aura une image qui sera bien meilleure que celle de gauche. Alors, je ne parle pas en vidéo. En vidéo, encore une fois, je parle Là, le 7S, il a des gros pixels, et en vidéo, là, il est imbattable. Je parle en photo, hein, photo ciel profond. Voilà. Donc, au total, c'est pas aussi tranché que ça. En tout cas, voilà, ne vous dites pas, j'ai un capteur qui a des photosites petits, mais il en a plus. Du coup, c'est pas bien, il faut que je change. Changez rien, gardez-le, faites des photos avec, ça sera très bien. Voilà. Parce que là, vous voyez, c'est très agrandi, hein, mais c'est un bout de photo prise avec un bon objectif très piqué. C'est un de ceux qui sont les plus piqués aujourd'hui sur le marché. Et c'est pris pourtant avec un capteur à 60 millions de pixels. Donc il y a de la densité, hein. C'est des pixels qui doivent faire des photosites qui doivent faire 3 microns et demi à peu près. C'est quand même pas bien gros. Vous voyez que déjà les étoiles elles commencent à être un peu carrées. Alors si on prend un appareil à 12 millions de pixels ou 15 ou 16, elles vont être encore plus carrées, hein. Là, ça va tomber sur un photosite, hein. Donc une image un peu moins détaillée. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire après avec. C'est quoi l'objectif des étoiles aussi piquées que ça? C'est un Sigma 40 mm. C'est un Sigma 40 mm, alors fermé à 2,8 ou 4, je ne sais plus. Alors, enfin, il est ouvert à 1,4 de base. 2,8 ou 4, alors je ne l'ai pas apporté là, mais c'est un 40 mm, on va dire un 40 mm, c'est tout petit, hein, il est long comme ça, il fait 1 kg. Hein, mais il est très. Je vous ai apporté aussi un 135. Un 135 aussi qui aurait pu faire à peu près la même chose. Voilà, ouais, en fait, j'avais écrit sur le truc. Je ne veux pas trop faire de la pub pour les uns ou pour les autres non plus, mais à des moments on parle de certains appareils. Je suis payé par personne pour faire de la pub pour qui que ce soit. Donc là, on a parlé de la taille de capteur. Donc taille de capteur, c'est donc prix et puis compatibilité de ce qu'on met devant.
le capteur, parce qu'un capteur avec rien de vent, voilà, c'est joli dans une vitrine, mais ça va pas plus loin que ça. Alors, un mot quand même sur le rendement quantique aussi. Le rendement quantique, c'est le pourcentage de photons qui sont convertis en électrons. Depuis Einstein et compagnie, on sait que les photons qui arrivent sont transformés en électrons, les électrons sont stockés dans le capteur et après ils sont récupérés et mesurés ou comptés. Donc c'est le pourcentage. Alors évidemment, on cherche à avoir le meilleur rendement, le plus proche de 100%. Oui, donc le rendement quantique. Alors, donc il est fonction de la longueur d'onde et de la présence de filtres. Alors ça c'est une courbe de chez ZWO, c'est sur le site de ZWO, on les trouve, hein, puis chez QHY on doit les trouver aussi, sur un capteur couleur. Alors on voit les trois bandes, hein, couleur, on voit aussi qu'il y a beaucoup de transparence dans l'infrarouge, d'où la présence on doit mettre devant le capteur d'un filtre anti-infrarouge, hein, un IR bloc, ou voilà, bloquant anti-infrarouge, et tous les APN devant le capteur, puisque les capteurs des APN, ils sont tous comme ça, ils ont aussi devant le capteur collé dessus, en général c'est très bien collé, bien collé dessus, un filtre anti-infrarouge. C'est celui-là d'ailleurs qu'on change quand on veut défiltrer, refiltrer son appareil. J'en dirai un mot aussi après, même si c'est pas le sujet principal. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, c'est que on a un rendement qui monte à 100%, mais c'est comme, effectivement, comme je disais, c'est relatif. C'est-à-dire que là, on met le pic à 100%, et puis tout le reste est relatif. Ça ne veut pas dire que le capteur, il monte à 100%, ça serait trop beau. Alors ça, déjà, c'est un fabricant de caméras Astro qui publie la courbe. Les fabricants d'appareils d'APN, sauf exception, on n'a jamais les courbes. Canon, Nikon, Olympus, Sony, les autres, personne ne publie les courbes, même pas en relatif. Bon. Alors encore moins en absolu. Aujourd'hui, les courbes en absolu, parce qu'on aimerait bien savoir, ok, bah à 100% là, ok, ils ont mis l'échelle à 100%, mais en réalité, c'est combien? 50, 70, 90? Alors non, c'est rien. Alors, dans les premiers temps de la CCD, là, dans les années 90, on avait des capteurs qui montaient autour de 20-30%. On était heureux déjà, hein, parce que par rapport à l'argentique, c'était une révolution. Et puis petit à petit, au fil des générations, c'est monté. On a les capteurs aujourd'hui BSI, voilà, backside, etc. Donc c'est monté petit à petit. Alors on a du mal à avoir des chiffres. Alors, il y a quand même certains fabricants de capteurs, mais plutôt scientifiques. Là, ils publient les courbes en absolu, parce que bon, pour la science, ils sont bien obligés de le faire, ils doivent le faire, c'est normal. Pour le grand public, ils ne publient pas, mais on peut raisonnablement penser que les pics aujourd'hui montent dans les peut-être 80, quelque chose comme ça. C'est à la louche, peut-être un peu plus pour certains capteurs. En tout cas, on est quand même plus très loin des 100%. On a largement dépassé les 50%. Donc voilà, pour rappel, au niveau physique, on n'ira jamais au-delà de 100%. Hein. Il n'y a que les politiciens qui arrivent au-dessus de 100%, ou les économistes quand ils font des prévisions, mais on ne dépassera jamais les 100%. Donc les capteurs qu'on a aujourd'hui, il faut quand même réaliser que c'est des trucs extraordinaires, quoi. Enfin, vraiment, on a une chance inouïe d'avoir vécu cette époque où on est parti de l'argentique, où fallait être des demi-dieux pour arriver à sortir quelque chose de beau, à quelque chose qui est pas parfait. Il y a encore des trucs à améliorer, puis il y a des améliorations petit à petit, mais quand même quelque chose de fabuleux, quoi. Au niveau technique, quand les premiers capteurs sont apparus à début des années 90, on regarderait ça maintenant. Oh là là, vivement 2022. Hein. Voilà. Voilà, donc bon, on est certainement au-delà des 80%. Là, il y a quand même les filtres. Hein. Il y a ces fameux filtres colorés quand même qui mangent de la lumière forcément. D'où l'intérêt qu'on peut avoir sur des caméras Astro à utiliser des capteurs monochromes. Hein. Il n'y a pas, je crois qu'il y a Leica qui a fait un APN avec un capteur monochrome il y a quelques années. Alors à des prix Leica, quoi. Bon, voilà, c'est pas, il n'y a pas de marché pour ça. Hein. Dans le grand public, il n'y a pas de marché quasiment pour les appareils monochromes. C'est dommage pour nous, mais bon, il n'y en a pas. Voilà. Alors le bruit de lecture, ça c'est important. Alors bon, je parlais du rendement quantique, mais vous voyez, c'est pas un critère de choix parce qu'on n'a pas les mesures.
Par contre, le bruit de lecture, on a les mesures. C'était là où il y avait la petite, je m'étais trompé de page, il y avait la petite mention tout à l'heure. Donc ça, c'est un site, le site où il y avait l'adresse tout à l'heure, je le remettrai dans la planche. Ça s'appelle Photons to Photo. Donc P-H-O-T-O-N-S, to Photo, P-H-O-T-O-S. Donc des photons aux photos, .net, il me semble. C'est quelqu'un avec qui j'étais en relation pour plusieurs mesures, parce que je l'ai fait aussi, mes mesures sur les appareils que j'ai. Alors on a toujours été en accord sur un appareil où on est en désaccord et on ne comprend pas pourquoi. Mais sinon, bon, on arrive à des mesures qui coïncident. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est en fonction du réglage ISO que vous voyez en bas là, 100, 200, 400, etc., jusqu'à des valeurs très élevées. Le bruit de lecture. Alors c'est une drôle d'échelle. Voilà. C'est une drôle d'échelle logarithmique, hein, donc vous n'avez pas directement 0, 1, 2. Mais quand on balade la souris, alors là c'est une copie d'écran, donc ça ne marchera pas, mais quand on balade la souris sur les petits points, on a la valeur en électrons. Donc là, bon, là on ne le verra pas, mais si vous allez sur le site, vous aurez ça. Donc c'est ce site-là avec parce qu'il y a plein de sous-pages avec plein de mesures. En fait, c'est ce que vous voyez en haut là-haut, input referred read noise versus ISO setting. Donc c'est bien le input referred read noise. Donc c'est le bruit de lecture read noise. Donc là on voit tout de suite. Alors là j'ai mis 3 appareils, voilà, disons qui peuvent être assez courants parmi toutes les gammes possibles. Un Canon en APS-C. Un Nikon, le D7200, ça va être un APS-C aussi, je crois. J'ai plutôt les chiffres en tête. Et le 7S, le fameux 7S aussi de Sony. Donc on voit qu'ils ont des comportements qui peuvent être très différents. Chez Canon, souvent, mais la tendance, ça a tendance à changer un petit peu. Ils partent d'assez haut et puis ça descend petit à petit jusqu'à un plateau. Chez Sony, on voit que c'est le cas aussi, puisqu'on part d'assez haut, tout est relatif, hein, c'est quand même pas très haut. C'est quand même voilà, quelques électrons, ça peut aller jusqu'à la dizaine, mais c'est quand même pas énorme. On part d'assez haut, puis on descend. Alors parfois on a des descentes abruptes. Ça correspond à l'activation de certains amplis au niveau du capteur. Donc on a des décrochements, on a certains décrochements comme ça. Et c'est une manière de comparer les bruits de lecture entre appareils, ou de savoir où se situe votre appareil par rapport à d'autres appareils, ou si vous avez envisagé de changer. Alors par exemple, on avait souvent eu la question à l'époque. Moi j'ai utilisé longtemps un Canon 6D, qui était voilà, assez courant en astro, et puis à un moment il y a eu le 6D Mark II. Alors est-ce que le 6D Mark II il est mieux que le 6D? On se pose toujours la question quand on a une nouvelle génération. On peut le faire aussi avec les 7S, 7R, etc. de chez Sony. Et puis on voyait qu'en fait, alors au niveau rendement quantique, on ne sait pas entre les deux, s'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou s'ils sont identiques. Par contre, au niveau bruit de lecture, on voyait clairement que le bruit de lecture du 6D Mark II était plus élevé que celui du 6D Mark I. Donc on se disait, bon, c'est peut-être pas la peine de se précipiter, on va garder les 6D qu'on a, on économisera de l'argent pour acheter plutôt des objectifs à la place. Voilà, vous avez ça. Alors là, cette courbe-là, elle est utile aussi pour un autre usage dont je vais vous parler dans pas longtemps. Voilà. Donc le bruit de lecture, j'ai oublié de vous le dire, hein, c'est généré par l'électronique de l'appareil. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même, vous voyez là, en fait, le 0 ici, ça correspond à un électron. Donc on voit quand même qu'on arrive à flirter, même certains appareils descendent en dessous de 1 électron. À ISO assez élevé. Donc un électron, c'est pareil, c'est pas la perfection. On espère que ça va encore s'améliorer, mais un électron, c'est assez extraordinaire comme niveau de performance, quoi. On n'aurait pas imaginé ça non plus il y a 20-30 ans. Voilà. Ce bruit de lecture, attention aux confusions. Tous ceux d'entre vous qui font du ciel profond, ils font des offsets ou des bias. Hein. Mais le but de l'offset ou de bias, c'est de retirer la constante, le niveau de fond constant. Ça ne retire pas de bruit. Un bruit, ça ne se retire pas. Hein. Ça. Un vrai bruit, ça ne se retire pas. Et le bruit de lecture, il ne se retire pas. Donc le bruit de lecture que vous avez dans une image, il faut faire avec. Donc plus il est bas, plus c'est quand même intéressant qu'il soit assez bas. Donc comme ça, je vous l'ai dit sur la courbe,
En général, il démarre plus ou moins haut, et puis il descend, parfois des décrochements, et puis se stabilise. Il y a certains appareils, alors par exemple là, j'avais pris celui-là, le D7200, c'est quasiment constant, vous voyez, ça descend très très peu, donc ce qu'on appelle les appareils ISO-less. Donc ça veut dire que le bruit de lecture, il change pas quasiment pas selon les ISO. Ça peut avoir certains avantages, je vais vous en parler. Voilà. Par rapport au découpage des pauses longues, l'intérêt d'avoir un fade au bruit de lecture, c'est quoi? C'est que à temps de pause, alors en ciel profond, il faut toujours raisonner à temps de pause total égal. Le temps de pause, voilà, vous posez au total, vous posez 1 heure ou 2 heures ou toute la nuit ou plusieurs nuits même si vous en avez envie. Donc c'est le temps de pause total. C'est quand même ça qui va faire la qualité finale de l'image au niveau rapport signal-bruit, c'est le temps de pause total. Après évidemment, si vous voulez poser 4 heures sur un objet, vous n'allez pas faire une pause de 4 heures, ça va de soi, tout le monde le sait. Donc vous allez découper les pauses. Alors après, une des grandes questions, c'est comment je découpe. Est-ce que je fais 4 fois 1 heure? Bah, probablement pas. Est-ce que je fais 240 fois 1 minute? Est-ce que je fais 48 fois 5 minutes? Où est-ce que je me place? Bah là, ça va dépendre de tout un tas de critères, dont la qualité de votre suivi, hein, ou de votre autoguidage. Et puis aussi, le fait que l'objet, il peut saturer dans l'image à partir d'un certain temps de pause. Alors des objets brillants comme, je sais pas, M42 par exemple, la nébuleuse d'Orion, ou d'autres objets brillants comme ça, ils peuvent saturer assez vite, donc il faut faire attention au temps de pause. Vous avez un certain nombre de critères qui vont vous limiter ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un temps de pause total égal, dans une image, vous avez plusieurs sources de bruit. Vous avez le bruit photonique. Alors, le bruit photonique, c'est la lumière. Je ne veux pas vous faire un exposé sur les bruits. Ça aussi, ça mériterait un exposé à part entière, mais la lumière, les photons, ils arrivent en désordre, comme les gouttes de pluie sur le sol, donc ça fait un bruit en fait, puisque si vous mesurez les photons qui arrivent d'une étoile, pendant 1 seconde, mettons, vous en aurez 100, et puis la seconde d'après, ben, vous n'en aurez pas 100, vous en aurez 95, et puis voilà, ça va faire un genre de bruit comme ça. Les photons, ils arrivent voilà, comme les gouttes de pluie, de manière désordonnée. Donc ce bruit-là, que vous avez récupéré dans l'image, il ne va pas dépendre du saucissonnage, il va dépendre du temps de pause total. Donc qu'on saucissonne beaucoup un peu, ce bruit-là, il s'en moque complètement. Au niveau du thermique, c'est pareil. Le signal thermique, les pixels chauds, voilà, le signal thermique que vous avez, ça va vous générer un bruit. Mais c'est pareil, c'est le temps de pause total qui va compter. C'est pas le saucissonnage. En fait, la seule chose qui va intervenir sur chaque pause, c'est le bruit de lecture. Puisque lui, il va être sur chaque pause individuellement. Donc si vous faites 100 pauses, bah, il va arriver 100 fois. Donc selon la fameuse loi de la racine carrée, il va intervenir en fait par un facteur 10. Voilà. Donc ça impose une limite au saucissonnage. Parce qu'on sent que plus on va saucissonner, plus le bruit de lecture va intervenir un grand nombre de fois. Si on avait des appareils à bruit de lecture nul, ce qu'on n'a pas, ou peut-être pas encore, bah là on pourrait découper autant qu'on veut. Hein. On pourrait faire 1 heure de pause en 3600 pauses d'1 seconde. Hein. Ça n'aurait pas d'inconvénient. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que plus le bruit de lecture est faible, plus on peut découper. Voilà, donc c'est intéressant. Bah, surtout si vous voulez, si vous avez un suivi qui est un peu K1K, ou si vous voulez vous passer d'autoguidage, vous pouvez peut-être arriver à un seuil où vous arriverez à un niveau où vous n'avez plus besoin d'autoguidage parce que vous faites des pauses unitaires assez courtes. D'une pause unitaire à l'autre, si l'objet a bougé, c'est pas grave, on les recentre au traitement. Hein. Tous les logiciels de traitement savent recentrer les images les unes par rapport aux autres. Donc ce qui compte, c'est que ça n'avait pas bougé sur une pause unitaire. Voilà. Et puis il y a même des gens qui font ça aussi, ce qu'on appelle le lucky imaging. Alors le lucky imaging, c'est l'imagerie chanceuse. Donc, alors on fait en planétaire, on fait ça tout le temps. Hein. On fait plein d'images et puis ben, dans le tas avec AutoStacker pour citer le plus connu ou Registax, on choisit celles qui sont les plus nettes. Et ben, il y a des gens qui font ça aussi en ciel profond. Alors sur des objets un peu brillants, des nébuleuses planétaires, des choses comme ça, qui font plein de pauses de 1 seconde, 1 demi-seconde, même des fois un peu moins. Alors ils en enquillent aussi des milliers. Et puis après il y a une sélection aussi. Mais là c'est la même problématique, c'est-à-dire que le bruit de lecture, il va intervenir à chaque pause.
Et donc les gens qui font ça du Lucky Imaging, ils arrivent à gagner en résolution en ciel profond avec des poses très courtes, en empilant plein de poses très courtes, mais ils sont limités aussi par le bruit de lecture qui arrive à chaque pose. Donc ça aussi c'est intéressant pour eux, et les gens qui font ça, ils sont toujours à la recherche du capteur qui a le moins de bruit de lecture possible. Voilà. Alors ça nous amène à quelque chose qui est important aussi. Alors c'est une grande question aussi qui revient souvent sur les forums ou sur les réseaux sociaux, c'est à quel réglage ISO je dois me mettre. Alors ça c'est des grandes prises de tête, grandes angoisses aussi des fois. Ah là là, alors on a toujours peur, c'est la peur de manquer, donc on a toujours peur de manquer de PQ à certains moments, de sucre, de je sais pas quoi. Et on a souvent peur aussi de manquer de réglage ISO en disant ah, je suis peut-être un peu trop bas quand même, je vais le monter un petit peu. Je vais le remonter encore un petit peu, parce que si jamais, je suis pas sûr que... Bon. Faut arrêter de se prendre la tête avec ça. C'est un réglage, je dirais pas qu'il est... qu'il faut pas s'en préoccuper, faut pas faire n'importe quoi, mais c'est un paramètre qui est secondaire par rapport au paramètre principal dont je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le temps de pause total. C'est ça qui fait la qualité de l'image. Après, le réglage ISO qui bouge un peu, c'est pas ça qui va vous transformer une image pourrie en une image excellente, ou l'inverse. C'est pas ce facteur-là. Néanmoins, quand on regarde cette courbe-là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire en fait quel est le meilleur réglage ISO. Sur un appareil comme le Nikon là, le D7200, en fait, on peut quasiment rester à ISO de base. Alors 100, allez 400. À 400 là, on est vraiment, on est quasiment au plus bas. Donc allez 400, même 200, 400, très bien. Aucun intérêt à monter à 800, 1600, machin. Absolument aucun. Alors, je parle bien en RAW, je parle pas en JPEG. Mais bon, je pense qu'il y a peu de gens qui font du ciel profond en JPEG. Même d'astro-paysage en JPEG, en général, on fait du RAW quand même. C'est le minimum pour pouvoir après régler, développer l'image, développer le RAW, puis bien régler tous les paramètres. On fait du RAW. Donc, en JPEG, on peut avoir à monter en ISO. Si on veut vraiment l'image instantanée tout de suite comme ça, ne pas s'embêter, je veux l'image en JPEG, je veux l'envoyer sur Facebook tout de suite. Mais sinon, on travaille quand même en RAW. En RAW, on n'a aucun intérêt à aller plus haut. Pourquoi? Parce que le bruit de lecture, il baisse plus. Quel est l'intérêt de monter en ISO? Aucun. Absolument aucun. Ça ne va pas vous faire recueillir plus de lumière. Ça, c'est la quantité de photons, mais... les photons qui arrivent, ils se moquent complètement du réglage de l'appareil. Le thermique, ça va rien changer non plus. Ça va juste amplifier, mais ça va amplifier le signal, le bruit, tout pareil. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt. On voit par contre que sur un 7S, ici par exemple, celui qui est en noir, là, il faut éviter d'être en dessous de 2000. C'est à 2000 là qu'on a entre 1600 et 2000 qu'on a le décrochement. Donc, moi je dirais sur un 7S, 2000 c'est pas mal. Si on veut gratter un peu, allez, 3200, c'est bien, mais c'est pas la peine d'aller au-dessus non plus. Aucun intérêt. Je dirais même plus, c'est que quand plus vous allez monter, plus vous allez perdre en dynamique. Alors, dynamique, je vais en dire un mot. Voilà, aucun intérêt à aller au-delà. Alors, quand même un mot sur le réglage ISO optimal en lunaire solaire. Alors, en lunaire solaire, vous avez pas mal de lumière. Donc là, je dirais, vous avez beaucoup de signal. Donc, le bruit de lecture, on s'en fiche un peu, c'est pas le facteur premier. Là, ça peut être intéressant de descendre en réglage ISO. Alors, si vous êtes descendu en réglage ISO, ça va vous faire monter le temps de pause. Donc, il faut que le temps de pause soit compatible de la turbulence. Mais le réglage ISO, c'est pas un facteur. Par contre, le réglage ISO, il va jouer sur ce qu'on appelle la dynamique. Alors, c'est quoi la dynamique ? La dynamique, c'est la capacité à enregistrer un grand écart de luminosité entre les basses lumières qui vont commencer à être noyées dans le bruit et puis les hautes lumières qui vont saturer. C'est avec un capteur, à un moment donné, quand ça sature, paf, c'est direct. On passe de la non-saturation à la saturation directe. Donc là, ça peut être intéressant dans un certain nombre de cas, notamment si on a des objets de ciel profond qui ont une dynamique assez grande. Je parlais de la nébuleuse d'Orion tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Ou sur les étoiles aussi, même les étoiles, si vous voulez éviter d'avoir beaucoup d'étoiles saturées, donc toutes blanches, c'est intéressant aussi d'avoir une dynamique intéressante du capteur. Sachant que quand même, quand on empile des images, mathématiquement, on augmente la dynamique. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait,
J'ai pris un appareil un peu au hasard. Alors, elle dépend, donc la dynamique, elle dépend du bruit de lecture et de la capacité du photosite en électrons. Donc en montant en ISO, le bruit de lecture il diminue, bon, en général, plus ou moins, mais la capacité aussi. Donc résultat, c'est qu'en général, la dynamique, elle baisse. Donc plus on va monter en ISO, plus on va perdre en dynamique. Alors ça, c'est par exemple le Canon R5, là, la nouvelle génération des R. Les 100, 200, 400, 800, 1600, la capacité à 100 ISO, c'est 44 000 électrons. Oui, mais à 200 ISO, c'est la moitié, 22 000, et ainsi de suite. Donc on perd en capacité. Le bruit de lecture, là, il est là, reprise des mesures du site que je vous ai indiqué tout à l'heure. Résultat, au niveau dynamique, ben, on voit qu'en fait, comme il y a des décrochements, ça c'est les décrochements dans le bruit de lecture, on part de 10 700, on descend à 4 600, on remonte à 9 200, puis après on redescend continuellement. Donc vous voyez que je pense que 400, autour de 400, ça doit être le réglage ISO optimal. Je n'ai pas la courbe de bruit de lecture, mais ça doit être quelque chose comme ça. Parce que vous voyez, on a un décrochement de bruit de lecture de 4,8 à 1,2 tout de suite directement. Et donc, si on monte trop en ISO, la dynamique, elle s'effondre. Hein. Donc encore une fois, si vous dites, oh, allez, je vais me mettre à ISO très très haut, comme ça je serai tranquille, ben, en fait, vous allez perdre en dynamique. Donc, c'est pas bon d'aller trop en ISO. Hein. Faut se placer au bon endroit. Voilà. Ah, critère important aussi pour le choix d'un appareil. Il faut que les RAW soient des vrais RAW, du vrai brut, pas traficoté. Là, c'est pareil, sur le même site, on voit que les courbes, elles ont des petits symboles de différentes couleurs. Alors, en fait, il y a des triangles vers le haut, des triangles vers le bas, des petits ronds blancs, et puis voilà, toutes sortes de schémas. Alors, c'est indiqué là-haut, la légende. En fait, schématiquement, sur beaucoup de capteurs, vous allez trouver les ISO en bas, là, ceux qui sont autour de 50, c'est des faux, c'est du faux, laissez tomber. Sur la plupart des appareils, 50 ISO, ça vaut rien, c'est du 100 ISO traficoté. Donc, c'est pas la peine. Le très haut, souvent, il y a de la réduction de bruit. Alors là, l'appareil fait de la réduction de bruit sur le RAW. Vous ne pouvez pas débrayer le truc, donc c'est pas bon aussi. Encore une fois, les très hauts ISO, c'est pas bon. Voilà, donc vous voyez, le triangle, il dit là, triangle down indicated noise reduction, donc le triangle bas indique de la réduction de bruit, et on a bien les triangles bas ici qui indiquent de la réduction de bruit. Donc, tout ça pour dire, et même, vous voyez, sur le, alors ça c'est un peu la surprise, sur le Canon R5, nouvelle génération, vous voyez, il y a du traficotage d'euros jusqu'à même autour de 400, 800. Bon, c'est intéressant à savoir, mais c'est un peu... parce que jusque-là, Canon, il traficotait pas ses RAW, quoi. C'est un peu... bon. Ça veut pas dire qu'ils sont inutilisables, hein, mais ça veut dire que c'est quand même embêtant, parce qu'en astro, on veut des vrais RAW, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai raconté. Alors, le cas du Star Eater Sony. Ah oui, j'ai encore un Sony, hein. J'ai un 7S, mais c'est quand même... les Sony sont utilisables, hein. Il y a plein de gens qui en utilisent, mais il faut quand même être vigilant, parce que vous voyez, ça c'est un Sony 7 Mark III, où alors Star Eater, c'est un algorithme que Sony a implémenté dans les 7, 7S, 7R, toute génération. Il démarre à 4 secondes. Donc vous voyez là, entre 3,2 où il n'y en a pas et le 4 secondes où il y en a, vous voyez quand même la différence. Hein. Vous voyez pourquoi on appelle ça le mangeur d'étoiles. Donc voilà, c'est ça. Donc ça c'est sur un 135, mais j'ai eu la même chose sur la FSQ, hein, donc ça marche. Je l'ai aussi sur une lunette. Hein. Vous voyez quand même là, alors on se casse les pieds à faire une bonne mise au point, puis alors les étoiles elles sont bouffées, étalées, enfin c'est bon. Alors vous aurez plus ou moins l'effet suivant l'instrument. Ça peut se moyenner un peu quand vous allez combiner plein d'images avec des décalages, hein, avec du dithering ou du suivi qui bouge un peu. C'est quand même pas top, quoi. Enfin, voilà, c'est au prix de ces appareils-là, c'est quand même qu'ils aient juste pas mis ça à débrayable, quelque part, une option dans un coin, c'est vraiment ballot, quoi. Il y a une pétition là-dessus, il n'y a jamais une réponse. Donc c'est un peu... c'est des super appareils à part ça, hein, mais bon, pour le coup, bon, on espère toujours à chaque génération qu'ils vont enlever ça ou le mettre en débrayable, quoi. Bon. Donc voilà. Alors je vous disais à partir de 4 secondes, il n'y a que sur le Sony 7S première génération, ben, il y en a un qui est là d'ailleurs, ou bah, celui-là aussi d'ailleurs, où ça n'est actif qu'en pause B. Donc jusqu'à 30 secondes au réglage,
hors pause B jusqu'à 30 secondes, il n'y a pas de starter. Donc il y a plein de gens qui courent après le 7S version 1, marque 1. Le Mark II, je crois qu'ils ont corrigé le firmware. Bah, alors, il était dit qu'ils avaient corrigé, puis finalement, il y en a encore. Alors, ça, il est plus ou moins fort, l'effet plus ou moins fort selon les générations de 7, 7R, 7S. Alors, c'est compliqué parce qu'il faudrait faire des mesures à chaque fois. Mais il y a des gens qui ont essayé de comprendre l'algorithme qui se cachait derrière pour essayer de bidouiller les étoiles. C'est des trucs un peu compliqués. Vous voyez, sur une FSQ aussi, voilà, ça, je disais aussi sur la FSQ, donc même si l'effet est un tout petit peu moins fort, on voit quand même, je sais pas, l'étoile qui est là, par exemple, bon, vous voyez, quoi, ça devient une pastille, quoi, donc c'est quand même, moi je fais attention à faire une mise au point à 4-5 centièmes de millimètre sur la FSQ, c'est un peu frustrant, quoi. J'ai fait des photos avec, hein, c'est pas inutilisable, hein. Si vous avez un Sony, ne le jetez pas à la poubelle, hein, ou alors dites-moi où se trouve votre poubelle, mais voilà. D'autres critères. Réflexe ou hybride. Alors vous savez que, alors là en haut c'est du donc 6D, en haut c'est des réflexes, donc 6D D850 par exemple chez Nikon, et puis en bas c'est des hybrides. Alors les hybrides c'est, il y a des fois ambiguïté sur le terme, mais c'est ce qu'en anglais on appelle mirrorless, c'est-à-dire sans miroir. Donc le réflexe, il y a un miroir qui fait clac clac, et puis en bas il n'y a pas de miroir. Alors les Sony, ils ont les séries, toutes les séries 7 quelque chose n'ont pas de miroir. Les Canon maintenant c'est les nouvelles séries R, R3, R5, R7 sans miroir aussi. Nikon c'est les Z, série Z, Z7, Z9, je crois qu'il y a d'autres Z aussi. Je m'y perds un peu parce que ça change tout le temps. Là à droite il y a c'est un Sigma donc qui se trouve là aussi, je vous en dirai 2 mois après. Moi, je dirais, il y a des gens qui préfèrent l'un, il y a des gens qui préfèrent l'autre. Moi, franchement, pour avoir utilisé les deux, c'est un peu comme PC ou Mac. Essence ou diesel, ça marche, quoi. C'est pas. Alors, effectivement, l'intérêt de ne pas avoir de miroir basculant, c'est que là, vous êtes tranquille, il n'y a pas de vibration. Bon. Après, voilà. Alors, il y a quand même un intérêt aux hybrides, c'est qu'ils ont des distances entre la baïonnette. Alors, évidemment, entre les montures du haut et les montures du bas, c'est jamais les mêmes. Donc, par exemple, chez Canon, la monture historique des Canon EOS, le EF, c'est une monture R aujourd'hui, RF, oui. Donc, c'est une monture différente. Mais la distance monture-capteur, comme il n'y a pas de miroir à intercaler entre les deux, elle est beaucoup plus courte. Donc ça, c'est toujours intéressant. Parce que, notamment si on veut mettre l'appareil derrière un correcteur ou autre, avec des filtres devant ou autre chose, c'est quand même plus pratique. Tu peux surtout mettre un objectif d'un réflexe d'une autre marque voilà. sur un hybride. Voilà. Donc ça, j'ai une planche un petit peu après là-dessus. Alors les caractéristiques inutiles, en astro, hein, je parle. Parce qu'il y a quand même des choses inutiles. Ah, le nombre de bits, alors ça aussi. 12 bits, 14 bits, 16 bits. Alors les caméras astro, hein, les ZWO, les QHY, les machins, sont à peu près tous en 16 bits. Donc c'est mieux. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux parce qu'en fait, dans tous les appareils actuels, et aussi bien les caméras astro, les derniers bits sont noyés dans le bruit. Donc en gros, entre 16 et 14, c'est pareil. Même sur un certain nombre de capteurs, 12, c'est pareil aussi. Donc là aussi, la peur de manquer, je ne veux pas avoir assez de bits dans la numérisation. Vous en faites pas, les constructeurs sont pas idiots, ils mettent le nombre de bits qu'il faut. Vous inquiétez pas de ça. Mais 16, c'est pas mieux. Actuellement, hein, ça pourrait, si la dynamique des appareils continue de s'améliorer, on pourrait dire 16, c'est un peu mieux que 14. Mais ce qu'on a vu quand même tout à l'heure, c'est que quand on monte en ISO, la dynamique a tendance à baisser. Donc, je dirais, si la dynamique baisse, ça veut dire que les derniers bits sont encore plus noyés dans le bruit. Voilà. Stabilisation du capteur. Un capteur stabilisé, ça sert à rien. Ou objectif stabilisé, ça sert à rien. C'est même un peu plus pénible. Alors ça, c'est pas moi qui le dis parce que moi je défiltre pas les appareils, mais quelqu'un qui le défiltre dit quand il n'y a pas de stabilisation, je préfère parce qu'il y a moins de choses à démonter et c'est moins pénible à démonter, à remonter. Bon. Après, pour la photo courante, c'est bien aussi. Hein, donc, oui, alors Patax avec le petit module au GPS là. Ouais. Bah oui, tu utilises la stabilisation du capteur, oui. Oui, tout à fait.
Un autofocus rapide, ça sert à rien, sauf s'il a un mode étoile. Je crois que Nikon a mis un mode autofocus étoile sur certains de ses derniers appareils, sur les Z, ou à vérifier, hein, j'ai pas vérifié moi-même, mais il me semble qu'ils ont mis un mode étoile, parce qu'en général les autofocus sur les étoiles, ils font bzz, 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 et puis à la fin c'est flou. Donc c'est une bonne idée, je me demande si Olympus l'a pas mis aussi sur un de ses derniers appareils, à vérifier. C'est tout nouveau, hein. Une rafale rapide aussi, c'est pas intéressant, sauf pour les transits d'ISS où là, c'est intéressant d'avoir une rafale rapide. Donc vous voyez, cette année, je fais pas d'exposé sur l'ISS, mais j'ai quand même réussi à caser le mot ISS dans une planche. Alors, on se refait pas, hein. Et puis les caractéristiques vidéo, alors c'est pareil, comme je vous l'ai dit, en vidéo, à part le 7S, c'est quand même, les résultats sont quand même décevants par rapport à des caméras dédiées Astro. Donc là, nombre d'images par seconde, etc., résolution 4K, 8K, en Astro, franchement, c'est pas intéressant. Par contre, les incontournables. Alors les incontournables, c'est la capacité à être défiltré, refiltré. Alors là, bah, bon, tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent, hein, Richard, voilà, qui défiltre les appareils. Ben, il m'a défiltré celui-là, enfin refiltré celui-là. Mais ouais. Ah, c'est fini. Oups. C'est qu'il y a le groupe. Oui, oui. Voilà. Donc un écran inclinable ou orientable, ça c'est pas mal aussi. Et puis une alimentation externe, mais ils en ont tous maintenant. On peut tous leur remettre une alimentation externe. Voilà. Voilà. Un mot sur je vais aller assez vite. Un mot sur le pilotage à distance. Donc ça c'est soit vous avez des applis fabricants dédiés, vous avez une appli Sony, vous avez une appli Canon qui pilote l'appareil via un PC à distance. Alors ça peut être pas mal, mais il peut y avoir des limitations. Par exemple, pour faire intervallomètre, réglage de temps de pause, il n'y a souvent pas de pause B possible. Donc c'est un peu limité. Le mieux, c'est le pilotage par driver ASCOM, par des programmes comme Nina, SGP ou APT. Via un driver ASCOM, là, vous pouvez piloter l'appareil à distance, confortablement de chez vous, ou même à très grande distance. Voilà. Sur les objectifs, j'en ai dit un mot, je vais aller assez vite. Donc là, le premier critère de choix, c'est la focale, comme sur un instrument astro, hein. On ne fera pas la même photo avec un 14 mm ou avec un 135, c'est évident. Et puis, bon, vous avez des objectifs qui sont sans autofocus, qui sont tout manuels en astro, c'est très bien, il n'y a pas besoin de perfectionnement. Et puis attention aux aberrations aussi, là c'est pareil, malheureusement le prix est un peu lié à ça aussi. On peut avoir des phénomènes de coma, d'astigmatisme ou de vignetage aussi, là, où il faudra penser à faire des flats quand ça vignette beaucoup. Pour les objectifs, les montures, il y en a beaucoup aujourd'hui, je vous en citais tout à l'heure. Et effectivement, comme disait Christophe, on trouve aussi énormément de bagues, soit fabricants eux-mêmes. Par exemple, Canon, il fait une bague pour passer des EF au RF, puisque quand le tirage étant plus petit, c'est facile. Là, par exemple, c'est une bague Sigma, mais bon, Metabones aussi en fait, pour mettre un objectif en monture Canon EOS, donc ancien, sur un Sony. Et là, c'est une bague aussi pour mettre un objectif en monture Canon sur un Sigma. Voilà. Donc on trouve aujourd'hui beaucoup d'adaptations. Donc gardez vos objectifs si vous changez d'appareil. Et puis, mais j'ai plus le temps, un petit mot sur un appareil. Moi, j'ai craqué pour cet appareil-là. Je fais un article dans Ciel et Espace, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, sur les Sigma FP et FPL. Donc le Sigma FP qui est là, c'est celui que m'a refiltré Richard. Il fait 24 millions de pixels comme le Sony 7. Alors 7 marque 4 maintenant, je crois. Le FPL que j'ai pas là, il fait 61 millions de pixels comme le 7R, version 4 ou 5. Maintenant, ils n'ont pas de starter et le bruit de lecture descend en dessous de l'électron, donc c'est encore meilleur. Le défiltrage, celui-là a été défiltré par Richard, donc c'est possible. Driver ASCOM, il va arriver. Sigma travaille dessus. Au niveau bruit de lecture, ils descendent très très bas, en dessous d'un électron, hein. Donc voilà, 0,9, 0,8, avec des petits décrochements aussi. Donc là, on voit tout de suite les réglages ISO optimales. Voilà, ça c'est 2 heures de pause par bout de 30 secondes.
Donc ça fait 120 pauses, ça fait 240 pauses de 30 secondes. Ça, c'est une fois défiltré, refiltré. Ça, c'est pareil, c'est 2 heures de pause. C'est mieux là que là. Hein. Le projecteur, bon, c'est pas joli. Hein. Et puis voilà. Et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai une séance de dédicace à faire sur le stand AstroSurf, Axilon AstroSurf. Et puis ça, pour les gens qui ont fait allemand première langue. À gauche, c'est pour acheter de nouveaux matériels et à droite, c'est pour mieux utiliser le matériel qu'on a déjà. Donc ne vous précipitez pas dans les boutiques. Utilisez bien le matériel que vous avez. Si vous le connaissez bien, c'est le meilleur matériel pour vous. Voilà, merci.